Europe 1. Le rendez-vous de la présidentielle. Et oui, la présidentielle, c'est sur Europe 1. Notre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, jusqu'à 9h, c'est la candidate du Rassemblement national. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Le Pen. Bonjour. J'ai obtenu qu'il n'y ait pas de dégradation et d'escalade. Voici en substance comment le président français Emmanuel Macron résume les résultats de son action diplomatique en Russie et en Ukraine. Est-ce qu'il faut s'en féliciter ce matin ? Mais il n'y a qu'un seul malheur, c'est que c'est un mensonge qui a été immédiatement contredit par le Kremlin. Donc Emmanuel Macron, le problème d'Emmanuel Macron, si vous voulez, c'est que d'abord les relations entre la France et la Russie sont très mauvaises depuis des années, ce qui ne facilite pas les relations diplomatiques quand il y a des crises de cette sorte. Deuxièmement, il est arrivé à Moscou, non pas comme le président français, mais comme le petit télégraphiste de l'OTAN et de l'Union européenne, ce qui lui a offert un accueil dont la froideur n'a, je crois, échappé à personne. Je pense également que, en réalité, nous sommes ici dans une crise qui est une crise qui peut dégénérer, c'est incontestable. Hein. Vous croyez vraiment à l'escalade ? Vous croyez vraiment à une invasion russe en Ukraine ? Beaucoup contredisent aujourd'hui cette thèse. Je ne crois pas à une invasion russe en Ukraine. Je ne crois pas du tout que la Russie ait le souhait d'envahir l'Ukraine. Pour que ceux qui nous écoutent comprennent la situation, en réalité, il y a eu un accord qui a été passé, non écrit, mais un accord qui a été respecté d'ailleurs en 97 entre l'OTAN et la Russie, qui consistait à faire en sorte qu'il y ait, comme il a toujours existé d'ailleurs, des États tampons. Hein, voilà, et que donc l'OTAN entre le puisse secrétaire pas... d'État américain, c'était James Baker et Gorbatchev, mais vous avez raison, c'était une trace non écrite. On ne sait pas ce qui s'est dit. C'est une trace non écrite, donc l'idée était que l'OTAN ne fasse pas entrer des pays qui sont frontaliers à la Russie dans l'OTAN pour qu'il n'y ait pas éventuellement de positionnement militaire à la frontière russe. Voilà, c'est ça, et donc le début du problème. Et en voulant faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien, il y a une forme de rupture de cet accord non écrit, et donc la Russie masse ses troupes à la frontière ukrainienne. Ça veut dire que pour vous, les torts, en grande partie, sont du côté américain, si je vous entends, Marine Le Pen. En réalité, je pense que c'est un peu une crise de Cuba à l'envers. En réalité, vous vous souvenez, la crise de Cuba, c'était la même chose. Les États-Unis ne souhaitaient pas être à portée, en fait, de tir, et donc ça a été l'origine de la crise. Donc, je pense que les États-Unis doivent aussi faire en sorte de ne pas faire une forme de provocation qui entraîne cette guerre froide de dissuasion. Mais vous savez, les guerres froides de dissuasion... Certains y ont intérêt, peut-être. Elles peuvent peut-être, mais elles peuvent, en l'occurrence, mal tourner. Je pense également que la France a tort d'être dans le commandement intégré de l'OTAN. Car parce qu'elle est dans le commandement intégré de l'OTAN, eh bien, elle n'apparaît plus justement comme l'arbitre qu'elle a toujours été, qu'elle a toujours voulu être, et que je souhaiterais qu'elle redevienne précisément face aux tensions qui peuvent émerger. Mais vous entendez, Marine Le Pen, ce qui est dit, c'est votre proposition, sortir, il faut le préciser, du commandement intégré de l'OTAN et pas de l'OTAN. Certains disent, quel beau cadeau fait à monsieur Poutine. Parce qu'on montre les divisions des Européens, des Occidentaux au grand jour. Non mais pardon, mais de 65 à 2007, nous n'étions pas dans le commandement intégré de l'OTAN. C'est Nicolas Sarkozy qui nous a fait rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN. Or, le commandement intégré de l'OTAN, par définition, c'est une soumission. C'est une soumission géopolitique, c'est une soumission stratégique, c'est aussi une soumission militaire. C'est lui qui a rompu avec l'idée, l'esprit du général de Gaulle, qui était que la France doit être une puissance d'équilibre. Et je souhaite que la France redevienne cette puissance d'équilibre pour que sa voix à nouveau porte et que le président de la France ne soit pas encore une fois reçu comme le représentant de l'OTAN. Pourtant, il avait eu de bonnes relations. Souvenons-nous, en mai 2017, Emmanuel Macron avait reçu Vladimir Poutine sur les ors de Versailles. Il y avait eu une tentative de rapprochement. Si vous étiez au pouvoir là, en ce moment, Marine Le Pen, qu'auriez-vous fait différemment ? Bien, justement, j'aurais eu des bonnes relations avec la Russie et donc j'aurais pu avoir un échange avec Vladimir Poutine qui soit un échange comme présidente de la République française et puissance d'équilibre. Or, Emmanuel Macron, pour faire plaisir à l'Union européenne, s'est engagé dans ce conflit diplomatique avec la Russie. Je vous rappelle les sanctions qui n'ont eu comme seule victime que, en réalité, les producteurs agricoles français et autres d'ailleurs, pas seulement agricoles, industriels également. Ça n'a aucun intérêt. Nous n'avons, nous, la France, aucun intérêt à avoir des mauvaises relations avec la Russie. Nous devons avoir des
des relations qui soient bonnes avec les États-Unis, avec la Russie. À équidistance, donc. Mais à équidistance, exactement. Dans l'avion, Emmanuel Macron a ironisé Marine Le Pen en réponse à une question sur sa candidature, affirmant, je cite, qu'il faut y songer, mais ajoutant plus sérieusement qu'il y a une tension forte parlant de l'Ukraine et que les choses doivent se faire au bon moment. À 60 jours du premier tour, ce n'est pas encore le bon moment. Bon, le problème, c'est que je pense qu'Emmanuel Macron ne pense pas du tout aux intérêts de la France. En réalité, il pense à l'intérêt de sa propre candidature. Il est allé à Moscou en espérant revenir avec une décision. Il n'a pas obtenu de décision. Il a menti ce côté patriote. Il a menti en disant qu'il en avait une. Parce qu'à chaque fois qu'Emmanuel Macron fait quelque chose ou dit quelque chose, il y a toujours une arrière-pensée électoraliste. C'est bien d'ailleurs... Et pas chez les autres politiques. Non, ça n'existe pas. Non, je pense qu'il y a des politiques qui sont des véritables patriotes, qui pensent véritablement à l'intérêt de la France et des Français. Je ne crois pas que ce soit son cas. Et si c'était son cas, il n'aurait pas mené la politique qu'il a menée. Si c'était son cas, il n'aurait pas fait perdre en matière géopolitique l'influence qu'il a fait perdre à la France, car le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan d'Emmanuel Macron à l'international est catastrophique. Il n'a rien obtenu vis-à-vis de l'Union européenne. Il a ruiné l'influence de la France quasiment dans la plus grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Il a des mauvaises relations avec la Grande-Bretagne. Il a des mauvaises relations avec la Russie. On s'est fait humilier dans l'affaire des sous-marins. Il n'y a pas un seul domaine dans lequel il a obtenu quelque chose ou dans lequel la France est sortie renforcée de son quinquennat. Pourquoi quand on lit là, et là je vous fais référence à la presse étrangère, certains louent justement l'action de ce président français et même à l'extérieur, on dit qu'on aurait de la chance de l'avoir. Ah bah ça c'est sûr que je pense qu'à partir du moment où ce sont les États-Unis qui en parlent, ils sont très contents d'Emmanuel Macron. Je pense que l'Allemagne est très contente d'Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron obéit à l'Allemagne et l'Allemagne c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais, parce que pardonnez-moi, mais l'Allemagne a été à l'origine par exemple de la glaciation des relations avec la Russie, mais l'Allemagne elle négocie bien avec la Russie. Hein. Avec des intérêts et des enjeux Nord Stream importants. 2, là il n'y a pas de difficulté. L'Allemagne défend les intérêts de l'Allemagne et souhaiterait bien que la France ne défende pas les siennes. C'est exactement les siens, c'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Il ne défend pas les intérêts de la France. Le président Marine Le Pen, pas encore candidat, en tous les cas officiellement, engrange toutefois le plein des parrainages. Valérie Pécresse et Anne Hidalgo ont de leur côté aussi largement dépassé les 500 signatures. Nathalie Arthaud en a plus de 300 et pour vous, ce sont 139 parrainages validés par le Conseil constitutionnel au coude à coude avec Éric Zemmour. Alors ce matin, une vraie question. Est-ce que c'est une grande inquiétude pour vous, ou est-ce qu'il y a une part de dramatisation? Non, alors moi, je ne vais pas raconter d'histoire à ceux qui nous écoutent. Nous avons 400 et quelques parrainages. Bon, il faut le temps de les envoyer, mais nous en avons 400 et quelques. Il n'en demeure pas moins qu'il nous en manque 100. Et que c'est un problème démocratique majeur, qu'aujourd'hui le système des parrainages est dévoyé, il est utilisé par des partis qui sont des partis implantés localement, mais qui souvent sont assez faibles, il faut bien le dire nationalement, pour savoir qui va être candidat. Celui qu'on veut voir candidat, on lui donne des parrainages, et puis celui qu'on veut pas voir candidat, on donne des instructions aux élus, notamment par l'intermédiaire des intercommunalités, pour qu'ils ne le soient pas. C'est extrêmement grave, ce sont les millions d'électeurs français qui devraient s'élever contre cette situation. Donc c'est un vrai signal d'alerte ce matin. Oui, ce n'est pas une dramatisation, ce n'est pas une victimisation. Je suis vraiment inquiète. Il y a beaucoup de maires qui pensent qu'on les a parce qu'ils n'imaginent pas qu'une candidate arrivée au second tour de l'élection présidentielle, la dernière fois est donnée au second tour, cette fois-ci puisse ne pas les avoir. Eh bien, c'est pourtant la réalité. Nous ne les avons pas. J'ai aucun intérêt à le dire, hein, honnêtement, mais je suis obligé de dire la vérité. Avant la clôture du 4 mars, d'ailleurs 15 jours avant, le MoDem n'exclut pas de solliciter entre 200 et 300 maires qui pourraient vous donner, vous, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, les parrainages. Est-ce que malgré tout, il y a un filet de sécurité ? Non, il n'y a aucun filet de sécurité. Je me réjouis de cette annonce du MoDem. Je pense que M. Bayrou est attaché au fonctionnement démocratique, mais croyez-moi que d'autres responsables politiques qui font mine de se désespérer de cette situation, en réalité, en sont ravis. La preuve, c'est que ça fait 3 présidentielles ou 4 présidentielles qu'on subit le même problème. À chaque fois, on dit on va le régler et en réalité, on ne le règle pas. Il suffisait pourtant d'une ligne, c'était rendre anonymes les parrainages. La publicité des parrainages n'apportant strictement rien, sauf la possibilité de voir peser sur eux des pressions. Qui profite de cette situation, Marine Le Pen ? Eh bien, ceux qui utilisent le système démocratique à leur bénéfice, enfin, je veux dire, le dévoiement du système à leur bénéfice. Par exemple, LR décide de donner les parrainages à Éric Zemmour, parce que le fait qu'Éric Zemmour soit là peut permettre à
Valérie Pécresse de passer devant moi et d'être au second tour à ma place. Donc tout ça, ce sont des manœuvres. Attention, elles peuvent souvent se retourner contre ceux qui en sont à l'initiative. La majorité n'aurait-elle pas intérêt que vous soyez présente également dans ce jeu démocratique? Beaucoup disent qu'Emmanuel Macron a besoin de vous et également au second tour. Eh bien, peut-être se trompent-ils. Peut-être savent-ils que j'ai la possibilité de gagner face à Emmanuel Macron. En tout cas, c'est ce que disent les différentes études d'opinion de second tour, où je suis aujourd'hui donné entre 45 et 47%. Je crois fondamentalement que je peux gagner cette élection présidentielle. Il n'est pas sûr que les équipes d'Emmanuel Macron n'en soient pas également convaincues. Un dernier point, c'est-à-dire que chaque élu RN qui vous a promis une signature doit le faire. Je pense en particulier au sénateur de Marseille, Stéphane Ravier, un peu tenté, dit-on, par Éric Zemmour, qui vous a toujours été loyal. Vous comptez sur sa signature? C'est vraiment la trahison ultime, honnêtement. Si des élus qui ont été élus grâce au Rassemblement National, qui ont fait leur carrière grâce au Rassemblement National, qui ont promis leur parrainage, qui ont signé la promesse de parrainage, ne parrainent pas, et ne parrainent pas à 15 jours de la fin du dépôt des parrainages, c'est la trahison ultime, je le crois. Donc, s'ils faisaient cela, ils se mettraient évidemment ipso facto en dehors du mouvement. En attendant la candidature officielle d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ce sont ses ministres qui défendent dans les médias le bilan du quinquennat. L'image hier du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans un moment tendu sur les chiffres de l'insécurité face à ma consoeur Apolline de Malherbe. Comment vous avez réagi et jugé cette séquence ? Je crois que Gérald Darmanin en réalité est très fébrile. Il est fébrile parce que les chiffres de l'insécurité sont catastrophiques et surtout les chiffres des atteintes aux personnes. Alors on l'a vu piteusement essayer de défendre le fait que les atteintes aux biens avaient baissé. Mais pardon, dans une société civilisée, ce sont les atteintes aux personnes qui sont un marqueur de l'ensauvagement de notre société. Je l'ai dit depuis de nombreuses années, je l'ai encore dit à Fréjus en 2020. J'ai dit attention, les tentatives homicides et tentatives d'homicide et l'aggravation des atteintes aux personnes, des atteintes à l'intégrité physique dans leur nombre et dans leur nature sont un marqueur très inquiétant de la dérive ultra-violente de la société. Ils ne le savent pas au gouvernement, ils sont dans le déni ? Ils sont pas dans le déni, mais ils sont incompétents, ils n'ont pas la volonté en réalité de régler ce problème. Car qui date depuis des années. Qui date depuis, mais qui s'aggrave. Donc il faut prendre toute une série de mesures pour que les atteintes à l'intégrité physique soient combattues sans aucune faiblesse. Il faut que les coups et blessures, il faut que les agressions soient stoppées. On ne peut plus continuer dans cette situation. Les Français considèrent aujourd'hui l'espace public comme un espace anxiogène. On ne peut pas vivre en société s'il n'y a pas d'espace public. On ne peut pas vivre en se disant que chez soi, c'est le seul endroit où on est tranquille, et encore, avec l'aggravation des violences conjugales, c'est même plus vrai. On va parler d'ailleurs de vos propositions sur le fond. Sur la forme, vous avez dénoncé l'agressivité, Marine Le Pen, du ministre, et à contrario, vous offrez depuis quelque temps un tout autre visage, loin de toute crispation, et avez-vous dit du bruit et de la fureur. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est vous ou le regard des Français sur vous? Un peu des deux. C'est vrai que je suis lassé du bruit et de la fureur, je suis lassé des polémiques stériles, je suis lassé du buzz, mais aussi parce que j'ai conscience de la gravité de la situation du pays et que je me dis que c'est sur les sujets de fond, sur les grands choix de société, les grands choix de civilisation que doivent se prononcer les Français. Et ce bruit permanent, qui est un bruit inutile, empêche de poser véritablement et calmement les vraies questions pour prendre des bonnes décisions. Les Français vous reconnaissent une résilience et une résistance hors du commun, et surtout en ce moment avec tout ce qui se passe autour de votre parti. Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui voient dans cette séquence intime sur vous, sur la famille, une stratégie politique, celle de parachever votre normalisation, une dose de pathos habilement emballé politiquement? Il y aura toujours des gens qui essayent de faire croire qu'on a des arrière-pensées. La réalité, c'est que je pense que les Français ont été très déçus par Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, ils ont élu une couverture de magazine. Ils ont élu un produit de communication. Donc je viens leur dire une chose. Faites attention à la personnalité. Les idées, bien sûr, évidemment. Le projet, bien sûr, évidemment. Mais ce qu'on est détermine ce que l'on va faire. Il n'a pas de conviction, il n'a pas de colonne vertébrale, Emmanuel Macron.
manière dont on va le faire. Voilà un président qui s'était présenté comme bienveillant et dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne l'a pas été avec les Français. Il a été terriblement méprisant et même déprimant pour la France. Donc voilà, je viens leur dire voilà ce que je suis et je viens leur dire je suis prête. Je suis prête pour les responsabilités que je sollicite et que je souhaite me voir confier. On va en venir dans quelques instants à votre programme Marine Le Pen avec Dimitri Pavlenko et Mathieu Bocoté. Une question parce qu'elle concerne le pouvoir d'achat sur ce mouvement qui peut essaimer en France venant du Canada, surnommé le convoi de la liberté, mélange d'antipass sanitaire et des gilets jaunes sur fond de difficultés liées au pouvoir d'achat. Là, des convois peuvent être lancés de Quimper, de Brest et puis sur Paris. Est-ce que vous soutenez ou vous comprenez ce mouvement ? Mais évidemment que je le comprends, mais c'est une autre forme de gilet jaune. La réalité, c'est que nos sociétés, la mondialisation sauvage, sans régulation, sans limitation posée par le pouvoir politique pour protéger les populations, ont fait de nos sociétés des cocottes minutes. Voilà. Et le moindre événement peut faire sauter le couvercle de la cocotte minute. Ce que vous ne souhaitez pas. Mais bien sûr que non, je ne le souhaite pas. Mais je viens dire aussi, alors évidemment, on va tout de suite m'accuser de récupération. Non, c'est pas de la récupération. Je viens dire à ceux qui sont scandalisés par le pass vaccinal, ceux qui sont scandalisés par la hausse terrible du carburant, qu'il faut voter. Votez, parce que c'est en votant que vous arriverez à faire élire des gens qui supprimeront le pass. Voter plutôt que bloquer. Mais non, mais l'un et l'autre, mais pas l'un à la place de l'autre. C'est ça que je veux dire. Manifester, oui, sa colère, oui, bien sûr. Alerter le pouvoir, oui, bien sûr. Mais le moment venu, et c'est une fois tous les 5 ans, réellement, c'est une fois tous les 5 ans. Parce que le pass vaccinal, c'est pas les régionales, c'est pas les départementales, ce sont les élections présidentielles. La TVA sur l'essence, sur le carburant et sur l'énergie que je veux baisser, moi, de 20% à 5%, parce que ce sont des produits de première nécessité. C'est pas les départementales, c'est pas les municipales, c'est la présidentielle. C'est à ce moment-là que se décident véritablement les grandes orientations de notre politique. Eh bien, on va rentrer dans le vif de vos propositions dans quelques instants. Marine Le Pen. Cours 33, Marine Le Pen est l'invitée du rendez-vous de la présidentielle sur Europe 1 jusqu'à 9h. Mathieu Bocoté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. À vous l'honneur. Alors Marine Le Pen, la question européenne joue un rôle central dans la présente présidentielle, davantage que dans les précédentes, et vous avez reçu tout récemment l'appui de Viktor Orban. Que représente pour vous l'appui du dirigeant hongrois ? Je crois que Viktor Orban, en réalité, parce que par le combat qu'il oppose à l'Union européenne, représente la souveraineté. La souveraineté, c'est-à-dire la volonté de faire respecter celle du peuple. Aujourd'hui, le choix est clair. C'est le choix entre une Europe fédéraliste avec une sorte d'exécutif non élu qui imposerait ses règles à l'ensemble des pays dans le but de les uniformiser. Et puis, il y a ce que je défends moi, c'est-à-dire l'Alliance européenne des nations libres, des nations souveraines, qui décident de coopérer ensemble, mais qui refusent de se voir imposer par l'Union européenne des règles qui vont à l'encontre de leur choix de société. Alors, vous n'êtes plus comme en 2017 sur le mode rupture avec l'euro, mais néanmoins, vous voulez rompre avec une certaine idée de l'Europe, ce que Michel Onfray appelle le régime maastrichtien. Que représenteraient pour vous les premiers gestes d'une claire rupture avec ce que l'Europe est devenue ? Écoutez, la question va vite se poser, mais peut-être avant même l'élection présidentielle, parce que ce qui est en train de se jouer là, c'est l'attente de la décision de la Cour de justice pour la Hongrie. Or, la Cour de justice semble vouloir prendre une position extrêmement dure à l'égard de la Hongrie. On va donc assister à un bras de fer et c'est peut-être les prémices du choix de quelle Europe voulons-nous. Moi, encore une fois, clairement, je serai du côté de la Hongrie comme j'ai été du côté de la Pologne qui a été condamnée à une amende d'1 million d'euros par jour parce qu'elle avait dit une chose très simple que je compte faire voter moi par les Français. La Constitution nationale est supérieure à n'importe quel texte de nature européenne ou internationale. Ça veut dire que si vous prenez une décision, vous, Union européenne, qui va à l'encontre de la Constitution française, eh bien cette décision ne s'appliquera pas en droit interne. Donc vous voyez, ça s'accélère. Je veux dire, l'histoire s'accélère et je m'en réjouis parce que je crois que vraiment il y a moyen de créer une Europe, en réalité de sauver l'Europe. Parce que si on n'a pas une Europe des nations,
alors l'Europe disparaîtra dans sa diversité. Marine Le Pen, l'affaire hongroise donne l'impression que malgré tout, il y a, imaginons que l'Union européenne soit une copropriété, il y a des copropriétaires qui ne respectent pas les règles communes. Est-ce que vous pensez que malgré tout, il y a symboliquement ce bras de fer opposant Bruxelles à la Hongrie et dans lequel vous prenez parti pour la Hongrie, eh bien, n'est pas une incitation finalement à ne pas respecter le règlement collectif? Mais pardon, l'Union européenne, c'est une copropriété qui viendrait décider de la couleur de vos rideaux, de savoir si vous avez un parquet ou une moquette, de savoir à quelle heure vous avez le droit d'aller au cinéma avec votre femme, et dans quel magasin vous devez faire vos courses. Donc oui, c'est inadmissible. C'est bien le problème. C'est que justement, elle s'est accordée, cette Union européenne, des droits qui sont des droits qui vont à l'encontre des droits des propriétaires des pays que sont les peuples. Et ça, c'est insoutenable pour un pays comme la France, qui est un pays libre, qui est un pays souverain, et qui a payé cher sa liberté quand même, et qui parfois l'a récupérée en payant un prix très très lourd. Donc de sueur, de sang et de larmes. Donc sur la question de l'état de droit, parce que précisément c'est le fond du différend opposant Bruxelles à la Hongrie, vous pensez qu'aujourd'hui ça doit être un sujet secondaire au nom du respect de la souveraineté? Moi je suis pas dupe de ça. Je veux dire, quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de la rage. La réalité, c'est que l'Union européenne prend n'importe quelle excuse contre la Pologne et contre la Hongrie. Pourquoi? Et c'est ça, cette question qu'il faut se poser. Tout simplement parce que la Pologne et la Hongrie s'opposent à une chose, c'est à l'immigration que veut leur imposer l'Union européenne. L'Union européenne veut relocaliser, ce sera encore pire avec le pacte des migrations qu'Emmanuel Macron va annoncer, dans lequel l'Union européenne va décider de relocaliser, enfin de localiser en fait, parce que c'est pas une relocalisation, c'est une localisation des migrants dans l'intégralité des pays, et interdit aux pays de s'y opposer. C'est ça le point de blocage. Après, ils enrobent ça avec toute une série de considérations censées faire basculer les opinions publiques, mais moi, je connais bien le dossier, je ne suis pas dupe. Alors, vous venez de dire immigration, mais il y a un mot qui est un peu absent de la présidentielle en ce moment, qui est dans le même univers, c'est assimilation. Alors, plusieurs conviennent que l'immigration massive doit être stoppée aujourd'hui. Manuel Valls, pardonnez-moi, est aujourd'hui sur une position semblable à la vôtre sur cette question. Mais l'autre mot, c'est assimilation. Est-ce qu'un des grands problèmes de la France aujourd'hui et d'autres pays, ce n'est pas qu'il y a une forme de décalage avec des populations qui sont naturalisées sans être assimilées? Et si oui, comment entreprendre l'assimilation de tous ces Français qui ne sont pas nécessairement assimilés à la culture ou l'identité française? Alors d'abord, je suis fondamentalement convaincu par l'assimilation, voilà, qui est un concept extrêmement français, très différent du concept anglo-saxon de communautarisme, où chaque communauté vit les unes à côté des autres, premièrement. Deuxièmement, je pense que l'immigration massive empêche l'assimilation, car on s'assimile personnellement, c'est une démarche personnelle, mais on ne peut pas assimiler des populations entières. Ça, c'est impossible. Alors, d'abord, il faut rendre un contenu à la nationalité française. C'est le concept de la priorité nationale. Vous êtes français, vous avez un avantage à être français en France. Vous n'êtes pas considéré encore, en réalité, comme un étranger. Donc, je crois beaucoup à ce concept. Deuxièmement, c'est l'école qu'il faut bien sûr restaurer et au travers de laquelle il faut restituer aussi la fierté d'être français. Ça passe aussi par les actions gouvernementales pour arrêter les repentances permanentes, les humiliations permanentes que nous subissons. Il y a l'insertion par le monde du travail, car l'assimilation s'est faite par le passé par le travail. Or, aujourd'hui, le taux de chômage massif que subit notre pays empêche un certain nombre de personnes qui ont été naturalisées de pouvoir trouver du travail. Mais pardon, pour pouvoir avoir envie de travailler, il faut aussi arrêter les trafics. Parce que je suis désolé de vous dire que quand il y a des jeunes qui gagnent 10 fois plus en trafiquant de la drogue plutôt qu'en travaillant, on n'arrivera pas à leur expliquer qu'il faut travailler. Donc c'est la lutte contre le communautarisme, la lutte contre l'islamisme, c'est l'ensemble de ces politiques qu'il faut mettre en œuvre en même temps pour réussir l'assimilation de ceux à qui on a donné, pour certains, automatiquement la nationalité française, ce que je ne ferai plus, car je supprime l'acquisition automatique de la nationalité française,
quel que soit d'ailleurs le moyen. L'assimilation pour faire reculer, avez-vous dit, Marine Le Pen, les communautarismes récemment, mais je crois que vous êtes revenu sur c'est peut-être l'inverse d'ailleurs. Parallèle. C'est supprimer les communautarismes pour permettre l'assimilation. Ça peut se voir ainsi également, mais je crois que vous êtes revenu sur un parallèle que vous avez effectué il y a quelque temps. Vous avez mis sur le même plan un communautarisme catholique que vous avez dénoncé dans l'entourage d'Éric Zemmour et un communautarisme islamiste en parlant de son camp. Est-ce que vous revenez sur ces propos? Est-ce que les deux communautarismes... absolument jamais tenu ces propos. Jamais. Ça, c'est l'analyse qui en a été faite par des gens qui souhaitent dénaturer mon propos. C'est l'occasion en aucune manière. De clarifier les choses. Deux choses totalement différentes qui se sont retrouvées dans deux phrases à la suite l'une de l'autre. Mais absolument, j'ai pas parlé de cela. D'ailleurs, dans la deuxième phrase, je parlais également des païens. Donc, j'ai pas parlé de communautarisme païen. J'ai dit, la démarche d'Éric Zemmour est une démarche communautariste, en ce sens que ce qu'il souhaite, il se présente comme étant le défenseur en réalité d'une communauté. Bon, et j'ai dit, je ne crois pas à cela. Moi, je pense que la seule communauté qui existe, c'est la communauté nationale, et donc il faut défendre la communauté nationale. Il ne faut pas combattre un communautarisme en disant on va défendre, tant pis au point où on en est, on va défendre le village d'Astérix. Je ne le souhaite pas. Je pense que cet état d'esprit un peu assiégé est à l'encontre de l'esprit français. Et en plus, c'est une forme de renoncement. C'est une différence fondamentale entre vous depuis très longtemps, et d'ailleurs à raison, la France est un pays laïque, dites-vous. Oui. Éric Zemmour, et vous ne niez pas les racines chrétiennes, mais Éric Zemmour met davantage en avant l'aspect parfois religieux, etc. Et puis j'allais dire le fondement catholique. Est-ce que pour vous, vous dites non, moi je ne prends pas ce parti-là, la religion, non? Mais bien sûr, je le dis. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que je conteste beaucoup dans ce que fait Éric Zemmour. C'est qu'en réalité, il dénie à nos compatriotes d'autres religions il met en doute le fait que les compatriotes d'autres religions puissent être totalement des Français. Et c'est cela que je conteste. C'est pour ça que je vous dis que c'est la nation qui m'intéresse, c'est le communautarisme, c'est la communauté nationale qui est la seule admissible, et tous les autres enfermements doivent être, à mon avis, affaiblis. Mais est-ce qu'on peut dire dans la même phrase, la France est un pays laïque avec des racines chrétiennes ou catholiques, dans la même phrase, sans se contredire? Mais bien sûr que oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, toute notre vision de l'homme, toute notre vision du monde a été modelée par notre culture chrétienne. Je veux dire, la liberté individuelle, la liberté de choix, eh bien, ça fait que nous n'accepterions jamais en France le mariage forcé, par exemple. Que nous n'acceptons pas le fait qu'on nous interdise de changer de religion, parce que nous sommes modelés par cela. Même la laïcité, en réalité. La France est laïque, peut être laïque parce qu'elle est de culture chrétienne. Parce que dans la culture chrétienne, la phrase « rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César » est le germe, en fait, de la laïcité. Et ce qui n'est pas possible d'obtenir, par exemple, dans un certain nombre de pays musulmans, qui, eux, ne peuvent pas connaître la laïcité. Et quand ils l'ont connue parce qu'elle a été imposée par la force. Ça a été le cas de la Turquie, ça a été le cas de l'Égypte. C'est par la force que la laïcité a été imposée. Et puis c'est très différent. Dans ces pays-là, la religion est un cadre politique, etc. Donc c'est très différent. Exactement, c'est bien pour ça que je vous dis, la France peut être laïque parce que, justement, elle est d'essence chrétienne. On va marquer une très courte pause, Marine Le Pen, ce matin. Marine Le Pen, vous avez parlé dans la première partie de notre entretien de votre vision de la place de la France dans le monde. Vous avez ensuite parlé de votre vision de la France. Parlons maintenant de l'économie, aussi du pouvoir d'achat, qui est un sujet central, on le voit depuis plusieurs semaines dans cette campagne. Sur la question des retraites, sur France 2, lundi, Marine Le Pen, vous avez évoqué votre intention d'amender votre projet pour le système de retraite. Et initialement, ce qui est écrit dans vos engagements pour la France, vos 144 engagements, c'est retour à 2017. De 2017, ouais. C'est retour à 60 ans pour ceux qui ont commencé, pour tout le monde. Et alors là, vous dites lundi, retour à 60 ans, possibilité donc de liquider sa pension à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Vous dites 17-20 ans. Mais pour les autres, ce sera progressif. Alors cette phrase est un petit peu mystérieuse. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par cette progressivité? Non, parce que vous
vous marchez sur mon calendrier, donc je présenterai le 17 février. Ah, vous avez intrigué tout le monde lundi avec cette phrase. Je présenterai ma réforme de retraite le 17 février. Mais il y a une chose qui est sûre, si vous voulez, c'est que je le répète, et je le répéterai tout au long de cette campagne, je ne suis pas une idéologue, je suis une pragmatique. Je fais avec la France d'aujourd'hui, et accessoirement avec la France que le quinquennat d'Emmanuel Macron nous a légué 600 milliards d'euros de dettes de plus, 1000 milliards de dettes de plus qu'en 2012. Marine Le Pen, donc votre programme là, on veut consacrer ce moment à vous véritablement. Oui, bien sûr. Non, mais donc, si vous voulez, ce que je viens de dire, c'est que je pense qu'il faut à tout prix qu'il y ait de l'équité dans notre système social. Or, l'équité, aujourd'hui, si vous voulez, c'est l'égalité. C'est-à-dire que vous ayez commencé à 18 ans à travailler dans un métier dur manuel, ou que vous ayez commencé à 25 ans, eh bien, pour devenir avocat, eh bien, en réalité, les règles sont les mêmes. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'équité dans notre système. Et que donc, plus on a démarré tôt, plus on est entré tôt dans le monde du travail, plus il faut que l'on puisse partir à la suite d'un nombre d'annuités qui est digne, c'est-à-dire qui ne vous laisse pas à la retraite épuisé, sans pouvoir en profiter, parce que c'est aussi important de savoir comment est-ce qu'on termine sa vie professionnelle. Alors, dans quel état on termine sa vie professionnelle. Mais je vais vous dire, il y a autre chose aussi, c'est que dans le système que je conçois, moi mon objectif, et tout est conçu dans mon projet pour cela, c'est augmenter le taux d'activité des jeunes. Je pense que si on n'augmente pas le taux d'activité des jeunes, qui est aujourd'hui 10 points de moins que la moyenne de l'OCDE, eh bien nous allons au-devant de très graves problèmes. Et si je viens dire aux jeunes, voilà, plus vous entrez tôt et plus vous aurez la possibilité d'avoir un nombre d'annuités qui soit raisonnable, eh bien je vais pousser à l'entrée dans l'activité des jeunes. Je le fais aussi en aidant les contrats de professionnalisation, les alternants, les apprentis. Je le fais parce qu'encore une fois, c'est aussi l'équilibre total de notre système de retraite qui est en cause. Ça veut dire que par souci d'équité et par souci d'être pragmatique, vous avez évolué et vous dites ce matin, oui, je suis capable d'évoluer. Pour moi, il n'y a pas des idées qui sont dans le marbre fixées et on n'en change pas. La philosophie, elle est dans le marbre. Mais encore une fois, les solutions, elles dépendent de la situation économique du pays. Mais pardon, Mme Mabrouk, de toute façon, à partir du moment où je disais 40 annuités, ce que j'ai toujours dit... Vous maintenez ce chiffre de 40 annuités ? Oui. Non, mais à partir du moment où je disais 40 annuités... Parce que la trajectoire actuelle, c'est d'aller à 43. Laissez-moi terminer ma phrase. Oui. À partir du moment où je disais 40 annuités, de toute façon, tout le monde ne pouvait pas partir à 60 ans, on est bien d'accord. Bon, donc de toute façon, au départ, il y avait cela. Mais encore une fois, il y a une situation économique qui est celle dont je serais l'héritière, et je ne peux pas faire comme si elle n'existait pas. Parce que moi, mon objectif, c'est de reconstruire une France solide, ça n'est pas de rajouter des problèmes aux problèmes. Mais très concrètement, pardonnez-moi d'insister, mais... Non, parce que si vous posez des questions très concrètes, je vous y répondrai le 17 février. Alors, question d'ordre de philosophie économique, les travaux du Conseil d'orientation de retraite mettent en évidence que depuis 2018, le niveau de vie des retraités commence à baisser. Il était un petit peu inférieur à celui des actifs, mais dès 2024, eh bien, les retraités seront plus pauvres que les actifs. Est-ce qu'un projet visant à réduire la durée de cotisation, puisque je vous disais tout à l'heure que la dernière réforme Touraine nous emmène vers 43 annuités de cotisation, et vous êtes toujours sur ce chiffre de 40 ans. Est-ce que vous ne craignez pas que le maintien de ces 40 années, ça accélère cet appauvrissement des retraités ? Je sais que c'est un sujet important et sensible pour les personnes qui ont fini leur carrière. Non, absolument pas, parce que j'ai un certain nombre d'autres mesures qui vont viser d'ailleurs à arrêter le fait que les retraites sont rognées chaque année. Notamment, je vais réindexer les retraites sur l'inflation. Et c'est particulièrement important aujourd'hui, au moment où l'inflation reprend. Chaque année, les retraités s'appauvrissent sans que le gouvernement n'y apporte le moindre intérêt. Moi, je réindexerai les retraites sur l'inflation. Pareil, je mettrai en place le fait qu'il n'y aura pas une seule retraite à moins de 1 000 euros. Accessoirement, je rétablis aussi la demi-part des veufs et veuves qui avait été supprimée et qui a été une perte sèche pour un grand nombre de nos compatriotes frappés déjà par la perte de leur conjoint. Donc, le projet que je vais vous présenter est un projet équilibré. Il est chiffré, il est raisonnable dans son chiffrage et il est, encore une fois, frappé par l'équité. Et je crois que tout le monde sera capable de le comprendre. Et l'équité, elle commence, puisque c'est ça, je l'ai révélé, elle commence par le fait de dire, dès 2022, je répète, dès 2022,
tous les Français qui sont entrés sur le marché du travail dans le système de retraite, enfin dans le système de cotisation entre 17 et 20 ans, pourront partir avec leurs 40 annuités à 60 ans. Rendez-vous donc dans 8 jours, si je vous ai bien compris. C'est un projet bouclé, hein, c'est-à-dire qu'on aura les sources d'économie et tout sera ficelé et bouclé. Non, vous aurez l'intégralité du chiffrage un petit peu plus tard, parce que tant que je n'ai pas annoncé l'ensemble de mes mesures, je ne peux pas vous annoncer mon chiffrage. Bon. J'espère que les autres candidats feront pareil d'ailleurs. Oui, mais vous avez raison, il y a un vrai problème de chiffrage des programmes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, il n'avait pas chiffré qu'il augmenterait la dette de 600 milliards et qu'avec lui, il avait peut-être pas prévu la Covid non plus. Oui, enfin, le Covid, c'est 300 milliards, c'est pas 600. Hein, bon. Et il n'avait pas prévu que le déficit du commerce extérieur atteindrait le record de 85 milliards pour l'année. Quand même. À propos de souplesse et de pragmatisme, il se trouve qu'Emmanuel Macron demain va à Belfort, il va annoncer son projet de relance du nucléaire pour sécuriser la transition énergétique et au nom de l'indépendance nationale. Alors il y a cette petite musique qui monte d'une possible nationalisation d'EDF, y compris pourquoi pas par Emmanuel Macron dans le cadre d'une éventuelle réélection. Yannick Jadot a évoqué cette possibilité chez Sonia Mabrouk justement d'une nationalisation d'EDF. Est-ce que c'est une piste que vous envisagez, Marine Le Pen, dans le but d'assurer la transition énergétique sécurisée pour la France? Mais la nationalisation d'EDF, à mon sens, n'a aucun rapport avec la situation dramatique d'EDF et les problèmes que nous avons aujourd'hui en termes d'indépendance et de souveraineté. C'est le marché européen de l'électricité qui pose un problème. C'est lui qui, en réalité, oblige à ce que EDF vende à ses concurrents à prix coûtant ou en dessous. Parfois, il nous protège, ce marché, rappelons-le. Non. Le marché européen de l'électricité nous coûte une fortune. Il nous empêche précisément de pouvoir continuer à bénéficier d'une électricité à très bas coût. Donc, c'est le marché européen de l'électricité dont il faut sortir. On est déjà propriétaire à 84% d'EDF. Bon, on peut récupérer les 16% qui restent, mais c'est pas ça qui va avoir une influence. Ce qui va avoir une influence, c'est arrêter les sottises inouïes qui ont été faites par Emmanuel Macron, qui avait annoncé la fermeture des réacteurs nucléaires, ce qui fait qu'on ne les a pas entretenus et qu'aujourd'hui on est obligé d'en fermer parce qu'ils n'ont pas été entretenus, parce qu'il souhaitait en fermer 6 ou 7 de mémoire. Il avait annoncé cela. Mais vous, Présidente, qu'est-ce que vous faites pour le nucléaire français ? C'est les subventions massives qu'on a fait à l'éolien, alors que l'éolien n'est pas une source d'électricité ni fiable, ni peu coûteuse, ni susceptible de créer de l'emploi en France, permettant le retraitement. Enfin, voilà, il a fait un choix dramatique. Il en a fait d'autres. Et aujourd'hui, il change son fusil d'épaule, mais parfois, vous savez, il est un peu tard pour changer son fusil d'épaule. Si je puis me permettre, une partie du mal est fait. Marine Le Pen, on va conclure. On l'a entendu clairement ce matin, vous êtes dans le combat, la résilience. Est-ce qu'il y a aussi une part de nostalgie ? De quoi ? La dernière campagne présidentielle. Ah non, pas du tout. Ah, moi, je suis pas du tout quelqu'un de nostalgique. J'ai assez peu de rétroviseurs. Ils sont, voilà. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui est passé est passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Et si ça m'intéressait pas, je ne ferais pas ce que je fais. Voilà, parce que fondamentalement, c'est l'avenir que je suis en train de construire. C'est la France du troisième millénaire que je veux construire. C'est pas un retour en arrière dans quelques domaines que ce soit d'ailleurs. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée pour ce rendez-vous de la présidentielle. Merci beaucoup Marine Le Pen. Bonne journée à vous.